bonjour à vous tous. Aujourd'hui, ce n'est que des femmes qui vont témoigner sur cette restauration d'entreprise. Donc moi, je suis juste une erreur de parcours, mais bienvenue. Et donc, bienvenue à ces défis de ma cantine d'entreprise, deuxième épisode. Donc, une série de webinaires que nous réalisons pour le ministère de l'Agriculture avec les équipes de ma cantine qui aujourd'hui cette équipe-là sera représentée par Pauline. Vous allez l'entendre tout de suite. Parmi nos invités, Sarah Zafarchad, qui est directrice générale de Bleu Vert Concept, Najwa Aloui, qui est gestionnaire des prestataires liés à la QTV, alors qualité de vie au travail, chez Michelin, Laura Panefieux, pardon, acheteuse services industriels pour le groupe Michelin, et Florence Liotto de FL Conseil et Isabelle Descloseaux de Sodexo. Merci à vous d'être parmi nous. On a une actualité très chargée et qui s'annonce passionnante, ça je vous le promets, pour parler de restauration d'entreprise avec les équipes de Michelin, comme vous voyez aujourd'hui, qui vont nous informer un petit peu comment ils organisent cette restauration d'entreprise. Et tout de suite, nous allons commencer avec Pauline qui va nous présenter la plateforme Ma Cantine. Merci Laurent, j'attends que le PowerPoint soit à l'écran. Bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Yerbi, je suis chargée de déploiement pour la plateforme Ma Cantine et je vais vous présenter les différents outils et services aujourd'hui qu'on propose pour la restauration d'entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir sur la plateforme Ma Cantine, c'est que déjà, elle est encadrée, il y a deux textes cadres qui répondent à des enjeux sociétaux forts autour de l'alimentation durable. Donc la loi Egalim qui est entrée en vigueur en 2018, qui a été complétée par la loi Climat et Résilience en 2021. Il y a également l'arrêté du 14 septembre 2022 qui a un peu entériné l'obligation de télédéclaration des données d'achat qu'on va bien entendu évoquer tout au long de cette présentation. Spécifiquement, donc en restauration collective, il y a la loi Egalim qu'on vient d'aborder. Depuis janvier donc 2024, toutes les restaurations collectives sont concernées par les différents volets de la loi, dont la restauration d'entreprise depuis le 1er janvier 2024. Il y a eu donc plusieurs temporalités sur cette loi et il y a différents volets qui vous concernent aujourd'hui. Le premier volet qui est important, qui est le volet des approvisionnements, donc 50% de produits durables et de qualité qui sont demandés, dont 20% de produits bio, donc qui sont demandés depuis janvier 2024 pour la restauration d'entreprise et les autres restaurations étant concernées depuis janvier 2022. Il est également demandé de mettre en place un plan de diversification des protéines, des 200 couverts par jour. Vous avez également une obligation d'information des convives sur la part des produits de qualité et durable dans vos restaurations. Vous avez également un volet sur le gaspillage alimentaire, donc l'obligation de réaliser un diagnostic de ce gaspillage et de signer une convention de don avec une association habilitée pour les restaurations importantes. Qu'entend-on par restauration importante? C'est plus de 3000 couverts par jour. Donc, nous mettons à disposition sur Ma Cantine différentes ressources qui vous permettent de répondre à ces différents volets. Sachez également que vous avez un volet sur la substitution du plastique, donc plus d'ustensiles à usage unique, et la proposition d'un contenant réutilisable pour la vente à emporter. Si vous voulez retrouver le détail de ces éléments, nous avons des fiches mémo pour chacun des volets sur la plateforme Ma Cantine dans le volet Comprendre mes obligations. Donc n'hésitez pas à les consulter si vous voulez plus d'informations à ces différents sujets. Donc la plateforme Ma Cantine, c'est une plateforme de services publics numériques qui a été co-construite par le ministère de l'Agriculture et la direction interministérielle du numérique. Elle a été co-construite avec les acteurs de la restauration collective et construite aussi avec l'ensemble de nos utilisateurs qui nous ont fait remonter leurs besoins et leurs usages. Aujourd'hui, la plateforme que vous découvrez, c'est vraiment le fruit aussi de notre relation avec nos différents utilisateurs. Sachez que cette plateforme, c'est la vôtre. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d'amélioration au sein de cette plateforme. On a 4 vocations et 4 objectifs avec la plateforme Ma Cantine. Concrètement, qui est concerné par cette plateforme? La première, c'est vraiment de pouvoir vous aider à comprendre et décrypter les normes légaux de restauration collective, publique et privée. Juste avant, on a des fiches plusieurs gestionnaires sur une seule cantine, que ce soit mais vous avez également les acteurs de la restauration, que ce soit qui vous permet de retrouver des éléments, ou même les directions, les fonctions support,
Vous pouvez également vous aider à créer votre compte individuel avec des éléments génériques, créer votre cantine sur les différents toits et également à l'ensemble des ressources spécifiques en fonction des différents volets qu'on a vus juste avant. On a aussi une vocation d'accompagnement et d'outillage des gestionnaires et des administrateurs avec des outils gratuits. Un focus aussi sur la gestion concédée. Vos achats, si vous appel donc à un logiciel à disposition, on appelle la gestion concédée, qui ne permettent pas de répondre deux possibilités. Aux besoins notamment soit vous demandez les informations à votre prestataire. On est également sur la plateforme qui met à disposition des outils de communication. Vous avez quand même des outils gratuits. On est vraiment dans cette vocation de service télédéclaration. Donc on en parlait juste avant. L'information des convives délégués, c'est une obligation. Cette télédéclaration à votre prestataire dans le cadre d'un accord d'éditer une affiche et de publier votre démarche mutuelle est effectivement à cette obligation contractualisée. On vous met à disposition. Enfin, on a aussi une vocation de collecte des données dans le cadre des campagnes de télédéclaration annuelle pour permettre d'avoir une cartographie à votre place. Encore une fois, d'année en année. Si vous souhaitez opter pour la deuxième option, vous mettre en co-gestionnaire, vous pouvez être 2, 3, voire plus de gestionnaires sur votre cantine. Vous pouvez vous ajouter à la cantine avec votre gestionnaire pour pouvoir avoir une co-gestion de la cantine et avoir une visualisation des données qui sont communiquées. Un focus aussi sur la gestion concédée. Si vous faites appel donc à un prestataire, c'est ce qu'on appelle la gestion concédée, vous avez deux possibilités. Soit vous demandez les informations à votre prestataire et vous les renseignez sur la plateforme Ma Cantine. C'est l'option 1 qu'on privilégie parce que vous avez quand même, vous, la responsabilité légale de l'obligation de télédéclaration. Toutefois, vous pouvez déléguer cette télédéclaration à votre prestataire dans le cadre d'un accord commun. Si cet accord mutuel est effectivement contractualisé, on vous met à disposition une convention de délégation pour permettre à votre prestataire de faire la télédéclaration à votre place. Encore une fois, on vous conseille, si vous souhaitez opter pour la deuxième option, vous mettre en co-gestionnaire. Vous pouvez être 2, 3, voire plus de gestionnaires sur votre cantine. Vous pouvez vous ajouter à la cantine avec votre gestionnaire pour pouvoir avoir une co-gestion de la cantine et avoir une visualisation des données qui sont communiquées. J'en parlais juste avant. Donc, l'obligation de télédéclaration, il y a une campagne annuelle qui a lieu tous les ans sur la plateforme Ma Cantine. Cette télédéclaration, je le disais, elle a pour objet de cartographier, de prendre un peu la température finalement de la loi Egalim en France sur les secteurs et sur les territoires. C'est une obligation légale. Les informations qui sont demandées, c'est donc les données d'achat en euros en hors taxe sur l'année précédente. Donc là, on vient de terminer la campagne 2024 qui portait sur le données d'achat 2023. Donc la prochaine campagne, elle va arriver normalement au premier trimestre 2025. Ça portera sur les données d'achat de 2024. Donc comment participer? Vous pouvez créer votre compte gestionnaire utilisateur individuel avec une adresse email et un mot de passe. Vous pouvez créer votre cantine avec bien un numéro tiret. C'est vraiment important de l'avoir pour pouvoir identifier administrativement votre cantine. Si vous n'avez pas d'outils de suivi des achats, vous pouvez opter pour notre suivi en ligne. Vous pouvez créer votre bilan en indiquant les données demandées et ensuite vous pouvez télédéclarer. Donc cette télédéclaration, elle a vraiment lieu sur un temps donné. Vous ne pourrez pas télédéclarer passer la date limite. Mais vous pouvez vous préparer, bien entendu, à la télédéclaration qui va arriver en 2025. Combien de temps à prévoir sur cette télédéclaration? Tout dépend de votre niveau d'information, je dirais, qui sont demandés. On le verra juste après. Ça peut être 10 minutes, voire un jour. Tout dépend de là où vous en êtes dans votre suivi des données d'achat. Pour vous aider, on vous met à disposition des guides et des tutoriels, des webinaires avec notre équipe toute l'année de façon hebdomadaire et bien entendu toute l'année également. On est là à votre disposition pour répondre à vos questions et vous proposer un accompagnement personnalisé sur supportegalim@beta.gouv.fr. Rapidement, donc les données d'achat télédéclarées, les données d'achat en euros en hors taxe, le bio, les SICO et les autres produits Egalim. On reviendra là-dessus si vous avez des questions. Nous, on vous met à disposition aussi sur la plateforme le détail de ces données d'achat à télédéclarer et on reste également à votre disposition toute l'année. Donc, on a à disposition ce suivi d'achat qui vous permet, excusez-moi, aujourd'hui, de pouvoir suivre vos achats directement sur la plateforme Ma Cantine. Donc, ce suivi d'achat vous permet
de piloter vos achats, encore une fois, si vous n'avez pas de logiciel ou si vous n'avez pas d'outil en interne qui répond à la nomenclature qui a été indiquée juste avant sur la plateforme Ma Cantine. Donc, trois possibilités rapidement d'interfaçage entre Ma Cantine et les solutions des logiciels métiers. Soit la mise en place d'une API, on vous met à disposition une documentation pour vous permettre d'interfacer le logiciel et pouvoir répondre à l'obligation légale en un clic. Deuxième possibilité, on propose également un schéma de données via un fichier d'import pour pouvoir vous permettre également de télédéclarer d'une deuxième façon. Et enfin, certains éditeurs de logiciels, troisième option, vous communiquent les données d'achat en respectant la nomenclature Ma Cantine pour pouvoir répondre à votre obligation de télédéclaration. Donc, trois possibilités. Si vous souhaitez être accompagné, bien entendu, nous, on est à votre disposition toute l'année pour vous accompagner sur la plateforme Ma Cantine. Enfin, on a différentes ressources à disposition sur notre centre de ressources, le site de démonstration, notre FAQ et également on a un catalogue des acteurs de l'écosystème qui vous permet d'aller plus loin dans les différents volets de la démarche Egalim. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Sachez que vous avez des outils sur Ma Cantine aujourd'hui pour valoriser votre démarche Egalim dans le cadre de vos stratégies RSE et par extension de gagner aussi en visibilité sur vos engagements pour attirer et fidéliser vos collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous accompagner tout au long de l'année dans votre alimentation durable et de qualité pour vos restaurants d'entreprise. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Pauline. J'en profite pour quand même, j'ai pas parlé de nos deux piliers hein, de ce webinaire, que sont Frédérica L'Huissier du ministère de l'Agriculture, qui va intervenir, et François Mauvais de l'association Cantine Responsable, qui va nous faire une cartographie de la restauration d'entreprise, en fait, qui est en cours au sein de Cantine Responsable. On avait une question sur, en fait, quand on est sur la plateforme, Pauline, quand on est sur la plateforme, est-ce qu'on peut répondre un jour, commencer à répondre le lendemain ou quelques mois plus tard? Enfin, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on peut avoir que des réponses parcellaires à un certain moment ou est-ce qu'il faut tout remplir d'un seul coup? Alors, vous pouvez remplir l'objectif, hein, c'est d'être prêt pour la campagne qui va arriver. Donc, vous pouvez remplir des données au fur et à mesure de l'année précédente. L'objectif est vraiment d'avoir des données complètes pour la télédéclaration de N plus 1. Si vous avez des données même partielles, vous pouvez tout à fait les communiquer. L'objectif, c'est de pouvoir d'année en année de consolider vraiment votre suivi des achats pour avoir des données complètes pour les années à venir. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir avoir un ordre d'idée, de voir aussi un petit peu comment ça évolue, vous, au niveau de vos approvisionnements, et de pouvoir avoir un ordre d'idée, finalement, peut-être de vos freins et de vos leviers aussi. D'accord. Merci beaucoup, Pauline. Eh bien, maintenant, je vais passer donc la parole à donc un des deux piliers de ces webinaires, François Mauvais, président de Cantine Responsable, et donc vous allez nous présenter votre cartographie de la restauration d'entreprise en France. Merci Laurent. Alors, c'est effectivement le deuxième épisode de cette présentation. Le premier renvoie au premier webinaire d'il y a un mois. Et pendant ce mois, précisé, vous allez voir, nous avons précisé les données que nous avons exploitées. Diapo suivante. Évidemment, la première des questions, c'est d'identifier les autorités organisatrices. Et il s'avère que c'est nettement plus compliqué pour les restaurants d'entreprise. Diapo suivante. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'effectivement, entre l'entreprise, le restaurant interentreprise, voire le restaurant interentreprise et interadministration, eh bien, la nature des restaurants est modifiée et l'autorité organisatrice aussi. Et c'est souvent, finalement, une association ou du type associatif qui gère les restaurants, surtout les restaurants mixtes interentreprise et administration que nous avons identifiés dans les données que nous a transmises le ministère de l'Agriculture. Diapo suivante. Quantifier, et c'est bien évidemment ce qu'on a continué à faire pendant le mois précédent. Diapo suivante. Quantifier, et voilà les résultats partiels réajustés. Lors du premier webinaire, nous avions identifié que nous avions supprimé 2000 sites un peu trop, peut-être facilement,
qui étaient des sites qui n'identifiaient pas des entreprises, mais des restaurants interadministratifs et des restaurants administratifs. Et nous en avons fait le détail, vous allez voir après les rendus. Les 1350 établissements qui étaient identifiés comme étant ceux des sociétés de restauration ont été aussi analysés, et les 3900 établissements qui étaient, eux, solidement identifiés comme restaurants d'entreprise ont été conservés. Sur les 2000 sites qui ont été exclus en première lecture, on en a rattrapé 400 qui s'avèrent finalement des sites mixtes. Alors c'est une évaluation, hein, parce que c'est quand même très compliqué d'aller dans le détail des publics servis par des restaurants, mais nous en avons rattrapé de l'ordre de 400 qu'on identifie comme des sites mixtes, restaurants d'entreprise, administration, interentreprise et interadministration. Et sur les 1350 établissements des sociétés de restauration, nous en avons vraiment clairement supprimé 60 qui étaient vraiment hors sujet, puisqu'ils servaient des établissements, essentiellement des maisons de retraite, des établissements publics qui n'avaient pas de raison de rester, et puis de supprimer, alors en partie, devrais-je dire, 180 sites qui étaient constitués de cuisines centrales, même si une partie de ces cuisines centrales servent aussi des restaurants d'entreprise. Diapo suivante. Et donc, le bilan de deuxième estimation s'établit comme suit. On a bien 3900 restaurants d'entreprise identifiés, 400 sites mixtes et sites de SRC 1350 qu'on a additionnés. On supprime les 240 sites de SRC dont je parlais, qui étaient un peu hors sujet, et nous avons de l'ordre de 5400 restaurants d'entreprise identifiés comme tels, en tout cas servant des salariés du monde de l'entreprise en métropole et dans les DOM, puisque les DOM sont aussi inclus dans ces données. Diapo suivante. En termes de repas, c'est un peu plus encore compliqué, donc on parle vraiment sur des estimations. C'est encore plus compliqué de segmenter les publics servis. Sur les repas RERIE, il n'y a pas de souci, on était vraiment de l'ordre de 260 millions et on le maintient. Sur les sites mixtes, on a fait clairement un prorata de l'ordre de 30 millions de repas annuels. Et sur les repas de SRC hors unité centrale de production et cuisine centrale, on est aussi de l'ordre de 30 millions, ce qui nous amène à un total estimé de repas annuels en restauration d'entreprise de l'ordre de 320 millions par an. Une remarque importante quand même à donner, c'est que les données qui sont exploitées dans ces éléments, dans ces analyses-là, sont des données qui sont contenues en solide sur la base de données, sur les bases de données du ministère de l'Agriculture, et qu'elles sont très rarement mises à jour en termes de repas et du nombre de repas. Et donc ces chiffres ne prennent pas en compte les bouleversements qui ont lieu dans la restauration d'entreprise depuis les 3 dernières années. Et c'est bien un des sujets dont on va parler dans la suite de ce webinaire. Donc prudence sur les estimations, qui sont plutôt des estimations des repas, on va dire, anté-crise sanitaire. Je vous remercie. La suite au prochain numéro, en espérant que ces chiffres et ces éléments-là soient confirmés. Merci beaucoup, François. Effectivement, c'est très intéressant ces chiffres. Et on va faire réagir nos invités à ta présentation par la suite. Mais tout de suite, je vais passer la parole à Sarah Jafarshad, qui est directrice générale de Bleu Vert Concept. Alors, Bleu Vert Concept, en fait, vous concevez et réalisez des restaurants, en fait, des concepts, hein, comme le dit votre identité, des lieux de vie. J'ai vu quelques réalisations, elles sont magnifiques. Et aujourd'hui, vous allez nous parler un petit peu de ce regard que vous portez à la restauration collective d'entreprise, en particulier ce qui s'est passé enfin, entre avant et après la crise sanitaire du Covid-19. Merci Laurent, merci pour cette invitation à débattre effectivement autour de ce sujet, autour des défis de ma cantine d'entreprise. Je vous propose de prendre effectivement quelques instants pour faire un point à date sur l'évolution de la restauration d'entreprise sur le lieu de travail qui a
effectivement, comme vous l'avez dit, subit pas mal de transformations. 4 ans après, nous pouvons considérer que les choses se sont stabilisées et que nous pouvons faire un point sur ces bouleversements significatifs qui ont dessiné le nouveau visage de la restauration d'entreprise, je dirais, sur le moyen et le long terme. La crise a été effectivement source de beaucoup d'opportunités, comme toute période trouble, mais aussi, je dirais, révélatrice d'un certain nombre de lacunes du secteur qu'on va considérer, pour rester positif, comme des expériences dont on s'est enrichi. Alors, le premier impact que nous pouvons souligner et pour lequel nous avons fait un véritable, je dirais, bond en avant de plusieurs années, c'est bien entendu la digitalisation qui est venue avec son lot d'avantages et d'inconvénients. Parmi les avantages, on peut notamment citer le développement de toutes ces applications pour payer, ce qui a permis également de développer toutes les solutions d'auto-encaissement, de précommande, de livraison, de click and collect, de réservation de créneaux sur des créneaux horaires pour mieux maîtriser l'affluence. Bref, la digitalisation, je dirais, comme un amplificateur d'expérience au service du collaborateur. Mais ça a aussi, la digitalisation, montré ses limites avec le développement de solutions full connectées, 100% connectées, une forme de robotisation, je dirais, en remplacement, qu'on a voulu en fait dans certains contextes, en remplacement de la restauration d'entreprise classique, mais avec le recul, on s'est rendu compte que c'était une fausse bonne idée, puisque l'automatisation à tout prix, la robotisation à 100%, les collaborateurs n'en veulent pas. Et la limite des dark kitchens, des frigos connectés comme solution, je dirais, à 100% digital, la limite, en fait, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, les collaborateurs sont en attente d'interaction humaine, étaient aussi en attente de services. Et la preuve en est, que les acteurs justement de ces cantines digitales ont intégré maintenant depuis déjà un certain temps des comptoirs avec des services pour venir en complément en fait de leur offre. Ce qui me permet comment dire, de faire une transition un peu toute trouvée sur justement la diversification des modèles de restauration et des modes de service. On a pas mal, enfin, on vient de parler des services, donc des cartes aussi, des concepts de restauration. On n'a jamais vu dans l'univers de la restauration d'entreprise développer autant de typologies de concepts sur le lieu de travail. Alors, bien entendu, on a le schéma classique du free flow, pardon, du scramble ou du self-service, on l'appelle un peu comme on veut, mais qui reste quand même la valeur sûre pour assurer un fort débit. Mais on a vu aussi pousser à côté, même si c'était déjà là, ça s'est vraiment renforcé. On ne centralise pas tout sur une seule forme de restauration, mais sur différents schémas, différents formats avec du service à table, avec des tables de partage, avec de la restauration rapide dans toute sa diversité, pardon. La restauration rapide à la française, façon un peu boulangerie nouvelle génération, toute la street food, la cuisine de rue du monde, qui a également été beaucoup renforcée sur le lieu de travail, la restauration rapide, healthy, bien-être, etc. Tous ces changements s'accompagnent par des adaptations des locaux et des aménagements. Ça s'accompagne aussi par, bien sûr, beaucoup d'adaptations au niveau des équipes dans le service, dans la façon de travailler, des changements dans des adaptations pardon, dans les locaux et les aménagements qu'il faut repenser de la programmation jusqu'à la réalisation et la mise en service en identifiant les particularités de l'entreprise, les profils, ce qu'on appelle en marketing des personas, des gens qui viennent déjeuner, leurs attentes pour construire en fait une restauration sur mesure. Ce que cette crise a également mis en lumière, c'est la nécessité, je dirais, d'avoir des aménagements, des équipements, des concepts qui sont d'une grande flexibilité pour non seulement se laisser cette possibilité d'évoluer dans le temps au gré des tendances qui bougent en permanence, les cycles de renouvellement des concepts sont devenus de plus en plus courts, on se lasse de plus en plus rapidement des concepts,
Et donc, il y a cette nécessité de se renouveler en permanence pour les sociétés de restauration et pour les restaurateurs. Cette évolutivité est aussi source d'attractivité pour les collaborateurs, parce que l'idée, c'est encore une fois de leur donner envie de venir et de les surprendre en permanence. Ce que nous constatons aussi également, c'est la position de la restauration qui a changé au sein de l'entreprise, qui a évolué. C'était un service un peu à part, parfois isolé, dans un sous-sol, dans un bâtiment à part, en tout cas pas forcément intégré au reste. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une mise en lumière des espaces de restauration avec beaucoup plus d'interaction avec les autres services, avec les autres espaces dans l'entreprise. Ce qui a donné notamment lieu, vous l'avez vu, à cette grosse tendance qui perdure des lieux multi-usages, des espaces de coworking, dont la restauration, comment dire, pardon, dont la restauration, enfin les espaces de restauration en tout cas, sont une source, je dirais, euh, de, de travail pour pouvoir mettre au point justement ces espaces-là et les développer au sein des entreprises. La diversification des concepts de restauration, c'est également un sujet, je dirais, générationnel dans l'entreprise. On est face à des populations qui ont vécu la cantine d'entreprise traditionnelle, qui est un modèle français dont on est très très fier et qui, avec l'arrivée des nouvelles générations dans l'entreprise, se voit bousculer leurs habitudes avec la cohabitation. Alors, la cohabitation est source de richesse, hein, puisque c'est ce qui oblige justement les restaurateurs à faire preuve de créativité en travaillant à la fois sur des recettes traditionnelles de notre patrimoine gastronomique, tout en introduisant des recettes, des produits, des façons de faire, des façons de présenter, des manières de servir et des codes qui vont parler davantage aux jeunes générations et aux jeunes collaborateurs. Pour conclure sur mon intervention, quand tout le monde s'accordait à dire que pendant cette crise et dans les premiers mois qui ont suivi, que c'était la fin du modèle de restauration collective à la française, 4 ans après, c'est exactement le contraire qui s'est produit, puisque la restauration d'entreprise sur le lieu de travail est devenue le moteur numéro un de l'attractivité face au phénomène de télétravail, face au fait qu'on a besoin de créer davantage de cohésion et de partage dans les entreprises, qu'on a besoin d'améliorer la qualité de vie au travail et de stimuler la marque et la signature employeur. Écoute, c'est très très bien pour effectivement la transition, la suite de notre webinaire. Mais je vais passer tout de suite la parole à Frédérica L'Huissier, qui est donc la référente nationale restauration collective au sein du ministère de l'Agriculture. Et déjà, merci pour cette organisation des webinaires et peut-être un petit commentaire sur ce qu'on vient déjà de se dire. Oui, merci Laurent, merci Sarah pour cette présentation tout à fait intéressante et surtout qui reflète bien en tout cas ce que l'on vit hein, tous, même au niveau de l'administration, des ministères, avec un contexte en fait de la restauration collective qui est devenu finalement en fluctuant en permanence. C'est-à-dire qu'on est sur des évolutions qui sont constantes. On a eu la crise du Covid, après on a eu l'inflation. Enfin, on a toujours quelque chose qu'en effet qui fait que eh bien, ce secteur doit évoluer en permanence. Alors, c'est un secteur quand même qui est très agile finalement, hein. On l'a vu, vous l'avez dit, mais c'est vrai qu'il s'adapte face des différents aléas hein, qui perturbent, on va dire, son fonctionnement, mais il s'adapte et finalement, donc, il évolue et ça lui permet aussi eh bien, de se renouveler et de répondre en tout cas aux demandes. Alors nous, on travaille au niveau du ministère avec un Conseil national de la restauration collective hein, qui, euh, qui regroupe l'ensemble des grandes familles des producteurs, des distributeurs, des restaurateurs, etc. Et on travaille justement sur comment faire face à toutes ces évolutions ensemble et en coopération. Et ça marche très bien, en fait. Et ça montre aussi que justement,
quand on a je dirais, du collectif, ça fonctionne, on évolue et ça fonctionne. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans votre présentation, c'est que vous avez parlé en fait, du facteur humain en fait, de cette restauration collective. Et en effet, on s'aperçoit enfin, on s'aperçoit, je pense qu'on s'en aperçoit depuis quand même assez longtemps, mais en tout cas, ce que l'on vit met une importance en effet sur ce facteur humain, que ce soit le facteur, la valorisation du travail des équipes, qui est extrêmement important. Et là, on a voilà, la formation, voilà, toutes ces, en tout cas, dynamiques qu'il y a aussi sur la formation, à la fois initiale mais professionnelle, pour avoir aussi des personnels qui sont en place et qui sont heureux, on va dire, dans leur façon de travailler. Mais il y a aussi l'humain qui est le convive. Et en effet, maintenant, la restauration collective a une grande écoute vis-à-vis des convives. Vous l'avez dit, c'est aussi une réponse que la loi a fait à la demande sociétale, avec plus de produits de qualité, mais aussi des offres, des nouvelles offres au niveau de la restauration collective. On a évidemment aussi, comme l'a dit Pauline, avec notre plateforme Ma Cantine, eh bien, on répond aussi aux convives sur la restauration collective, sur qu'est-ce que je mange et comment est la restauration à laquelle j'appartiens. Voilà, donc il y a vraiment cette volonté, en tout cas, de transparence sur ce qui se passe aussi dans les différents restaurants collectifs. Et c'est ça aussi qui donne, je dirais, qui permet de fidéliser et qui donne en tout cas un sentiment de confiance partagée entre le restaurant collectif et ses convives. Et en effet, pour nous, je pense qu'on peut se le dire collectivement, la restauration de collective est devenue vraiment un facteur d'attractivité pour les entreprises. Et c'est là-dessus, je pense qu'on va pouvoir aussi avoir un beau témoignage maintenant. Merci beaucoup, Frédérica. Effectivement, maintenant, nous allons sur le terrain avec ce duo, cette équipe de chez Michelin. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Najwa Aloui, donc, vous vous occupez de la qualité de vie au travail, et Laura Panofieux, qui vous êtes acheteuse. Najwa, je vais tout de suite vous passer la parole et vous allez donc nous expliquer un petit peu l'importance de ce service de restauration d'entreprise chez Michelin. Bonjour à tous, merci tout d'abord de l'invitation. C'est un plaisir de participer à cet événement. Euh, Comme vous l'avez dit, comme a dit Sarah justement, la restauration d'entreprise, c'est le levier principal du bien-être au travail, hein. Chez Michelin, on l'a tout de suite compris avec la mise en place d'une personne dédiée à la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, j'accompagne Sodexo, notre partenaire de restauration, sur tous nos sites clermontois. Alors, on le sait, les habitudes alimentaires, elles ont beaucoup évolué, elles continuent d'évoluer. Et à moyen terme, en fait, on souhaite trouver tout simplement le juste équilibre pour proposer une restauration durable de qualité, avec plus de produits bio, locaux, mais aussi de favoriser, de continuer la qualité des prestations proposées par Sodexo. Donc, constamment, on est dans l'amélioration continue de nos offres de services. En fait, pour vous raconter la petite histoire, en 2020, on a démarré un laboratoire test avec nos 2 brasseries sur le site de Clermont-Ferrand, qui comptent environ 500 couverts par jour. Donc, sur nos 2 sites emblématiques, Carmes et La Douve. On a été accompagné par un cabinet externe, Eiffel Conseil, sur 2 axes. Le premier axe a été sous l'impulsion de notre direction, dont on a pu privilégier les producteurs locaux, favoriser les circuits courts en faisant travailler nos producteurs de la région Auvergne, et tout en garantissant, bien entendu, le repas complet et équilibré pour nos salariés. Donc, c'est un équilibre qu'il faut rechercher continuellement. Et le second axe, en fait, on a travaillé avec Eiffel Conseil sur la réduction de nos déchets, avec, par exemple, la suppression de certains emballages alimentaires au sein de nos brasseries, de nos 2 brasseries.
Voilà, ça c'était en 2020, donc avant le 1er janvier 2024, cette nouvelle loi qui nous donne un nouveau défi hein, depuis le 1er janvier, puisque on a décidé, pour aller plus loin et dans la continuité de nos efforts, on a décidé de déployer ces tests, toujours avec FL Conseil, sur nos restaurants d'entreprise, nos 2 gros restaurants sur les Carméladou. Ça correspond à 3000 repas jour. Le chemin, sans rien vous cacher, il est assez long, hein, il est intéressant, il est assez long. On a besoin vraiment d'un accompagnement parce que tout simplement, pour répondre aux attentes de nos salariés, on a besoin d'action, on a besoin d'une implication, on a besoin de donner du sens à ce qui se passe derrière les coulisses. Donc, on a besoin d'avoir une proximité sur le terrain, une formation de nos prestataires, des cuisiniers Sodexo, qui forcément, avec du bio, des produits bio, donc il y a toute la production qui est impactée, il y a de la formation, de l'implication, il y a de l'intelligence collective aussi pour limiter le gaspillage. Enfin voilà, au niveau des salariés, on a aussi besoin d'une sensibilisation qui nous aiderait à prendre des décisions faciles pour la réduction de viande, par exemple, pour la réduction du choix en fin de service, pour limiter le gaspillage alimentaire. Donc, toutes ces petites actions au quotidien sur le terrain, ben, on a besoin de professionnels et d'accompagnement pour continuer l'aventure. Voilà. Merci beaucoup, Najwa. Juste une petite question. Il y a bien à Clermont 2 sites, hein, 2 restaurants. Alors, on a plusieurs sites sur Clermont-Ferrand, on a plusieurs restaurants. Le test en 2020 avec FL Ah, Conseil, on l'a fait sur le Carme et la Douce, sur les brasseries. Et nous venons de monter à bord depuis fin d'année dernière sur les restaurants. Donc, qui comptent d'accord. plus de 3000 repas par jour. Mais nous Plus de avons d'autres 3000 restaurants repas sur par jour. Clermont-Ferrand D'accord, avec d'accord, Sodexo. Voilà. d'accord. Merci beaucoup, Najwa. On va continuer donc cette découverte de la restauration d'entreprise chez Michelin avec Laura Panefieux. Vous, vous êtes acheteuse, donc votre vision, elle est comment par rapport à cette restauration? Tout à fait. Alors, merci du coup, merci à tous pour l'invitation. Pour remettre un peu de contexte, moi, j'interviens dans le sourcing, dans l'appel d'offres, dans la contractualisation des services de restauration collective. Donc, ça passe par la mise en place de la tactique achat, la prise en compte des besoins qui sont exprimés par nos donneurs d'ordre et les orientations du cahier des charges. J'ai un périmètre, si on fait un petit focus sur la France, on a un périmètre qui est d'une quinzaine de restaurants d'entreprise avec des typologies qui sont complètement différentes du fait d'avoir des restaurants qui sont typés très industriels. On a du tertiaire, on a un mélange des deux. Donc, il faut vraiment prendre en compte toutes ces spécificités aussi dans la mise en place de nos contrats. J'ai environ, on peut dire qu'on a des restaurants qui passent de 150 couverts à 1700, donc c'est vraiment très très large, hein. Je pense que ce qui est important côté achat, c'est d'intégrer dès le début dans le processus toutes les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on a nos donneurs d'ordre principaux, hein, les directions du site, les CSE et les partenaires sociaux qui sont vraiment un atout pour nous. Ils adhèrent au projet, ils répondent aux attentes de chacun, ils sont porteurs du message et des objectifs. Mais on a aussi le service du personnel, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est très social, qui est visible et qui fait partie de la QVT. Donc, aux achats, qu'est-ce qu'on fait? On analyse les besoins, les attentes des salariés dans le secteur. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de sortir un cahier des charges et une offre qui correspondent aux attentes de chacun. Fort de ce constat, on se dit quoi? Le coût, c'est une composante qui est très importante. Et le fait de transformer l'offre de restauration, il faut qu'on arrive à maîtriser aussi nos coûts vis-à-vis des salariés. Il faut qu'on arrive à trouver une offre qui soit diversifiée pour tout type de population, que ce soit les agents postés, le tertiaire. Enfin, vraiment, on essaye de répondre à toutes les attentes. Et on sait aussi que nos salariés, aujourd'hui, ils ont des attentes sur l'impact environnemental, sociétal, territorial,
On met un focus sur l'expérience des salariés. Aujourd'hui, le déjeuner, c'est redevenu un moment convivial. C'est un moment qui est très positif vis-à-vis des salariés. Donc, c'est un facteur très important vis-à-vis du retour sur site, de l'après-Covid. Et la restauration collective, ça fait vraiment partie intégrante de l'attractivité d'une entreprise et c'est une composante qui n'est pas négligeable à l'employabilité du secteur. Euh, Vis-à-vis de ça, on se dit quoi? La stratégie d'achat et la sélection des prestataires, comment est-ce qu'on l'organise? En 2020, on a mis en place le laboratoire, comme nous a dit Najwa. Et en fait, on a utilisé le laboratoire des brasseries pour structurer notre appel d'offres et notre cahier des charges. Donc, nous, on a basé nos cahiers des charges sur 3 piliers: la maîtrise des coûts, le digital et la communication, et un gros volet sur le durable. Et ça faisait vraiment partie des composantes de sélection de notre prestataire. Donc, dans l'offre et autour de l'offre de restauration. Le changement, il n'est pas simple. Donc, il faut passer par plusieurs étapes et il faut se définir des objectifs. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mise en place des contrats, on met des indicateurs de performance. On travaille en commun avec notre prestataire. C'est vraiment un partenariat et on essaye d'atteindre des objectifs qui soient atteignables et mesurables. Ce qu'on veut, c'est accompagner le prestataire de restauration collective dans la transformation de l'offre pour répondre aux attentes de nos salariés. Donc, on met en place des plans d'action, des actions à court terme, à long terme, mais ce n'est pas sans difficulté quand même. Le message que moi je veux passer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de remettre en question l'offre de restauration et que nous, en tant qu'acheteurs, on est là pour accompagner le prestataire de restauration dans sa transformation et il faut rester vraiment ouvert sur tout ce volet-là. On a une grosse partie de communication qui est quand même non négligeable et le but, c'est que nos salariés adhèrent au principe et qu'on leur donne du sens sur le travail qu'on est en train de faire. On rencontre certaines difficultés, on essaye de les solutionner et je pense que le partenariat avec notre prestataire de restauration aujourd'hui, c'est de se donner les moyens ensemble pour atteindre ces objectifs. Mais vraiment, le message que je veux passer, c'est qu'on n'est pas sur des objectifs de performance contractuels typiques, c'est avancer ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs de la loi Egalim et de la loi Climat. Alors, ça passe par quoi? Un suivi qui est quand même très rigoureux et Najwa en fait partie. On met en place des gouvernances sur plusieurs niveaux, opérationnels, tactiques, stratégiques. On a des fréquences qui sont associées et c'est là où, du coup, on peut avancer étape par étape sur nos objectifs. Ça implique d'avoir des ressources, ça implique d'avoir des connaissances. Je pense que de ce côté-là, il faut aussi qu'on se donne les moyens d'avoir des formations. C'est pas un sujet qui est très clair pour tout le monde. C'est un travail qui est colossal finalement. Et donc, il faut qu'on tienne compte des difficultés et qu'on essaye du coup de mettre en place peut-être des outils, des moyens pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Laura, merci beaucoup. Et il y a des questions, j'ai quelques questions juste à vous poser très rapidement. Il y a Laurence Père qui demande quels sont le type de KPI sur le pilier développement durable que vous mettez en place avec votre prestataire. Alors nous, nos KPI, ils sont vraiment en lien avec la loi Egalim et la loi Climat, c'est-à-dire qu'on s'est donné des objectifs par an pour atteindre le 50% d'alimentation durable. On n'a pas que ça, on a arrêté le jetable, comme disait Najwa. On est passé par des petites étapes, mais en termes de KPI, on a de l'alimentation bio, locale, de la viande et du poisson labellisé. On s'est vraiment basé sur ce que nous donnait la loi et ce sur quoi on pouvait atteindre en fait sur nos contrats. Par contre, aujourd'hui, on ne l'a pas fait d'une traite. On est obligé de passer par des étapes pour qu'à la fin de notre contrat, on arrive vraiment aux objectifs qui nous sont donnés par la loi Egalim et la loi Climat. Donc, les KPI, ils sont vraiment en lien avec la loi, par exemple.
D'accord, merci Laura. Donc la loi, finalement, c'est un peu votre boîte à outils, votre référencement. Exactement. Nous, c'est notre Voilà. ligne guide, en fait. C'est vraiment euh, arriver à atteindre les pourcentages qui sont indiqués dans la loi. C'est notre driver, hein. D'accord. Et j'ai une deuxième question pour vous, et après je passerai la parole à Isabelle Descloseaux de Sodexo. Et le top management, il s'implique vraiment, mais personnellement, dans ces chantiers? Oui, alors tout à fait. Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est que la chance qu'on a eue, c'est de pouvoir commencer avec les laboratoires, comme disait Najwa, sur les brasseries. Et en fait, dans les groupes de travail qu'on a intégrés, on a mis en place des comités de pilotage où on fait valider nos objectifs par le top management. Ce qui veut dire qu'ils sont vraiment porteurs du message. Et derrière, c'est vraiment en lien avec tous leurs objectifs, l'attractivité. Et du coup, le top management est intégré complètement au projet, hein. Mais alors, et le comité d'entreprise, je pensais que c'était eux qui étaient à la manœuvre, comme dans beaucoup d'entreprises. Alors, c'est peut-être une particularité qu'on a chez Michelin. Nous, le comité d'entreprise ne gère pas la restauration collective sur nos sites. Par contre, on les intègre. Pourquoi? Parce que ce sont des partenaires sociaux et finalement, ils sont aussi porteurs du message. Donc, derrière, dans toutes les instances qui sont derrière le comité d'entreprise, ils font partie de la décision aussi. Mais en termes de donneur d'ordre principal chez nous, ce sont les directions des sites et le service du personnel. Merci beaucoup, Laura. Ça nous éclaire sur cette question sur laquelle on reviendra avec François Mauvais sur l'identification de ces autorités organisatrices de cette restauration d'entreprise. Donc, on voit bien que c'est un peu complexe en fonction des entreprises. Isabelle Descloseaux, alors Sodexo, puisqu'on n'arrête pas de parler de vous, donc on est toujours chez Michelin et c'est vous qui vous occupez de toutes ces restaurations, puisqu'on a vu qu'il y a différents types de restauration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est pas moi particulièrement qui m'en occupe. Les deux personnes qui ont la charge de la restauration du contrat Michelin, et ils sont particulièrement moteurs et suffisamment pour les citer, même s'ils n'ont pas pu participer au webinaire aujourd'hui, c'est Jérémy Roussille et Sophie Champel. Jérémy Roussille, il est responsable régional, donc il pilote le contrat de Michelin, mais également d'autres de nos contrats sur le territoire clermontois. Et Sophie Champel, elle l'assiste, en tout cas, elle s'occupe de toute la partie gestion de projet également et communication. Les projets comme ceux que l'on a portés que l'on coporte en fait avec Michelin, du coup, ça n'a pas été évoqué jusqu'à présent, mais en fait, on travaille avec Michelin sur un projet de légumerie. Michelin est préoccupé entre guillemets par la requalification en fait d'espaces aujourd'hui dont ils ont, on va dire, la propriété. Et donc, le sujet de Michelin, c'était de savoir effectivement ce qu'ils peuvent faire de ces terres-là. Et le projet qui en est ressorti il y a quelques mois et qui a fait l'objet d'une réponse à un appel à manifestation d'intérêt, c'est un projet en fait de création de légumerie. Donc ce projet, alors on va beaucoup, enfin moi je vais beaucoup parler de ce projet parce que il incarne beaucoup ce qui nous est de plus en plus demandé à nous prestataires de restauration et en lien avec ce que disaient Madame Aloui et Madame Panefieux et sur lequel reviendra certainement Florence Letot de LFL Conseil. C'est un projet en fait qui va nécessiter de mobiliser toutes les énergies, de ne pas avoir peur de se parler, de ne pas avoir peur d'ouvrir en effet sur l'exécution du contrat. Parce que quand on met en place une légumerie sur un territoire et j'allais dire, je fais aussi le lien avec les préoccupations du projet alimentaire territorial de Clermont, dont la volonté aussi de consolider et de développer le patrimoine maraîcher local sont, on va dire, extrêmement prégnants. Tout ça, ça nous pousse en fait à avoir avec nos clients et particulièrement avec Michelin, à avoir en fait un engagement sincère et profond, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas travailler sur un projet de montage de légumerie sur un territoire où on va dire l'axe nourricier et maraîcher est prioritaire sans le faire de façon sincère et profonde. Alors, sincère et profonde, ça veut dire que dès le début du projet, en fait, on a pour unique visée son opérationnalité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas parler légumerie pour parler de légumerie parce qu'effectivement, ça fait bien de travailler des légumes sur des territoires et que c'est vraiment un axe de travail prioritaire. On va parler légumerie pour que cette légumerie, elle puisse rapidement, on va dire, tourner, être mise en œuvre.
La difficulté de ce type de projet, c'est qu'effectivement, elle nécessite de se parler, nécessite d'avoir des ressources qui soient sensibilisées sur ces actions-là, que ce soit effectivement au niveau du top management, mais chez Michelin, mais au niveau aussi de l'ensemble de nos équipes. Et la mise en opérationnalité, en fait, elle requiert, on va dire, la compréhension de quelque chose de complexe, c'est-à-dire que sur ce type de projet, en même temps qu'on doit travailler sur l'offre alimentaire, sa qualification, qu'est-ce que va produire cette légumerie, on doit travailler en fait sur la demande. C'est-à-dire que nous, prestataires, on doit se préoccuper de la mise en opérationnalité, c'est-à-dire de la façon dont on va traiter ces légumes. La mise en corrélation de l'offre et la demande, en fait, elle peut être complexe parce qu'en fait, à ce moment-là, elle intervient sur des temps qui sont relativement courts, le temps de réponse à des appels à manifestation d'intérêts nationaux ou des appels à projets, c'est les temps en fait sur lesquels on est obligé les uns avec les autres, en fait, de consolider, on va dire, une opérationnalité, en tout cas, d'écrire un projet qui soit vrai, qui soit concret, en fait, dans un temps relativement contraint, c'est-à-dire 3 ou 4 mois. Consolider l'offre pour les équipes, en fait, c'est passé par plusieurs étapes. Donc, il y a eu un travail en fait d'accompagnement et de mobilisation des acteurs locaux, notamment nos partenaires fournisseurs locaux, donc que ce soit des grossistes, que ce soit des plateformes bio de distribution, que ce soit la Fédération des producteurs bio, Bio 63, Ova Bio, etc., pour obtenir des lettres de soutien. Donc, ça aussi, c'est déjà en fait un premier travail pour arriver à mobiliser nos partenaires pour entrer dans ce projet. Ensuite, il y a eu un travail entre les équipes Michelin et les équipes Sodexo pour consolider les volumes. Consolider les volumes, c'est-à-dire regarder dans les menus de la restauration de Michelin quelle allait être la quantité de pommes de terre, de carottes, de navets, de fenouil, etc., qui sont prévus en fait d'entrer dans la composition des menus et d'arriver à calculer des volumes annuels. Ces volumes-là, il a fallu ensuite les qualifier. Est-ce que c'est des produits dont on va avoir besoin en entier épluché, en rondelles, en râpé, etc. Donc ça, c'est des choses, des détails dans lesquels on est entré très, très rapidement. Et puis, il y a eu en fait tout le travail qu'ont eu les équipes en fait pour accompagner, on va dire, cette légumerie et vraiment entrer en expertise sur ce type d'outils, c'est-à-dire travailler, apporter notre savoir-faire, nous, de prestataires de restauration, sur le PMS, le plan de maîtrise sanitaire. Tout ça, c'est des éléments sur lesquels on est venu partager avec les équipes de Michelin et pour, en fait, en quelque sorte, pouvoir leur apporter un conseil sur la partie sanitaire et organisationnelle. Il y a eu aussi un gros travail sur les investissements. Il y a eu des visites sur certaines de nos légumeries, sur d'autres exploitations qui ont permis de détecter quel allait être le type de matériel dont on aurait besoin. Ensuite, structurer la demande, c'est comprendre qu'on ne fait pas ce type de projet en fait pour se faire plaisir et répondre uniquement, on va dire, à la restauration d'un seul site, mais que quand on s'engage à construire en fait une légumerie avec une véritable volonté comme la Michelin d'un travail structurant sur le maraîchage local, il faut travailler sur la façon dont on va réfléchir cet outil et, j'allais dire, sa croissance. C'est un outil qui, dans un premier temps, doit répondre à la restauration de Michelin, certes, mais dont la vocation, c'est aussi d'avoir une vocation nourricière pour d'autres acteurs du territoire, d'autres entreprises du territoire. Et c'est un outil, en fait, qui a vocation aussi à accueillir à la fois, en fait, du personnel qui va être en insertion. Donc, le projet va être installé sur une zone QPV, quartier prioritaire de la ville. Donc, il y a aussi une volonté que cet outil-là il soit pédagogique. Et on ne réfléchit pas de la même façon à un outil de légumerie si la vocation, en fait, à simplement approvisionner un restaurant de restauration collective, qu'il a vocation à être un outil pédagogique, un outil aussi d'accueil et en quelque sorte, en fait, de naissance de vocation d'acteurs éloignés de l'emploi ou même d'agriculteurs qui voudront en fait venir visiter cet outil, comprendre en fait comment est-ce qu'il est monté au niveau de la production et de la transformation. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre dès le départ pour ne pas se tromper. Et dernier élément, Madame Pannefieux le disait à l'instant, ça nécessite aussi un moment d'ouvrir sur l'exécution du contrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en restauration d'entreprise, on a par exemple plusieurs choix d'entrée, plusieurs choix de légumes, etc. Et quand on veut privilégier les produits locaux, eh bien, en fait, ce choix de composantes, plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts, etc., il va potentiellement en fait diluer le taux de produits locaux utilisés. Donc, en clair, si on a trop de choix, on va avoir un taux de produits locaux qui va être un petit peu
on va dire, masqué par le taux de prise, parce que bah, les personnes, elles vont prendre des carottes parce qu'elles ont envie de manger des carottes, et pas forcément parce que la carotte, elle est locale, fût-elle produite à proximité. Donc, mettre en place ce type d'outils, c'est aussi ouvrir sur l'exécution du contrat et s'interroger en fait sur la typologie même du contrat pour arriver potentiellement, et je crois que c'est le travail qui a été fait, à simplifier aussi un petit peu le contrat de façon en fait à maximiser le taux d'utilisation des produits locaux. Merci beaucoup, Isabelle. Ben, je vois que vous ne faites pas que la cuisine, quoi. C'est un peu plus complexe que ça. Je vais profiter de ce petit moment pour passer la parole à Frédéric Huissier pour avoir un petit commentaire sur ce que l'on vient d'entendre comme témoignage de l'entreprise Michelin. Oui, merci Laurent. Bah, écoutez, les commentaires, je pense que les interventions étaient extrêmement claires et intéressantes et elles montrent bien, en tout cas, l'importance hein, de la restauration collective en entreprise. Moi, j'aime en fait cette façon de présenter, en tout cas, ce service comme vraiment le pilier de la qualité de vie au travail. Je pense que ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement intéressant, en tout cas, la façon dont ça a été fait et présenté par Michelin. En effet, à la restauration collective, hein, c'est vraiment un levier extrêmement important sur le bien-être et aussi sur la transition alimentaire. C'est comme ça, en tout cas, que les lois sont arrivées. Hein. C'est parce que la restauration collective est le levier principal par rapport au changement de comportement de toute la population qu'on a eu ces lois, en tout cas sur la restauration collective. Et ça permet de répondre évidemment à des enjeux de bien-être, de santé, de bien-être aussi environnemental. Et puis pour nous, ministère de l'Agriculture, c'est important aussi parce que je fais le lien avec ce que Isabelle Descloseaux a présenté. C'est aussi parce que la restauration collective va appeler en tout cas des achats sur des produits durables et de qualité, et bien qu'on va les produire sur les territoires. Donc ça, c'est ce qui se fait dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, mais je ne vais pas trop développer ça parce qu'il y a Isabelle qui va en reparler ensuite. Et ça, c'est l'enjeu de souveraineté alimentaire. C'est avoir des produits vivriers, des productions vivrières de qualité, durables sur l'ensemble des territoires, qui doit nous permettre en tout cas de faire face aussi aux évolutions qu'on aura sur notre pays et puis je vais dire, les défis qu'on pourrait avoir dans les années à venir. Merci, Frédérica. Le sondage, Laurence, dis-moi, où en sommes-nous? Alors, il y a 28% de 29%. Est-ce que je mets fin au sondage ou Oui, mais fin, demain? voilà, on va rester sur notre fin. Et oui, 70% ne répondent pas, c'est pas possible. Peut-être que ce Est-ce ne que la sont pas des restauration entreprises. d'entreprise reflète les valeurs de votre entreprise? Eh bien, on est un peu sur un 50-50, oh, 58, allez, quand même, une tendance positive. Et puis, quelles seraient les mesures qui, selon vous, seraient prioritaires pour la restauration d'entreprise? Pour 44%, donc là, c'est quand même assez important, c'est une offre plus diversifiée, des repas thématiques et donc et une offre végétarienne. On voit donc l'intérêt des participants. Le tarif, bon, on passe finalement, je pense qu'il est déjà attrayant. Et un cadre et un environnement plus accueillant, ben ça, c'est, je pense à Sarah et tout l'intérêt du travail que Sarah fait dans la conception de ces lieux de vie. Mais bon, merci pour vos réponses. On continue avec maintenant Florence Liotto. Alors Florence, c'est le maillon, j'ai envie de dire, entre l'entreprise et la société de restauration. Florence, finalement, c'est du conseil. Vous apportez vraiment, vous êtes un rouage essentiel, on l'a vu. Déjà, les intervenants de chez Michelin nous en ont parlé. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous faites. Bonjour. Écoutez, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en fait, on est juste simplement, certains disent AMO, cabinet de conseil. Si on peut donner un petit peu une spécialité, je pense que depuis plus de 15 ans, on a une spécificité, c'est qu'on fait de la transition écologique spécialisée en restauration collective. On a un ADN qui est assez fort, qui est de se dire comment est-ce qu'on peut transformer la restauration. Alors,
Au démarrage, quand même, avec un ADN particulièrement sur la restauration d'entreprise, qui s'est ouvert sur la restauration de collectivité. Et ça, c'est quand même depuis plus de 15 ans, puisque le démarrage, je me souviens déjà, c'était 2008 quand on parlait du Grenelle de l'environnement et quand les entreprises se questionnaient sur mais qu'est-ce que c'est une obligation, pas obligation. Et ça a été un moment fort où d'ailleurs on s'était mis en relation avec le ministère à l'époque pour éclairer le monde de l'entreprise sur ce sujet-là, qui était loin d'être ce qu'on vit aujourd'hui, puisque ce n'était qu'une circulaire. Donc, il y avait juste une volonté d'impulsion. Voilà, moi, je pense que ce chemin qu'on a ouvert, on l'a ouvert et je remercie la Fédération nationale de l'agriculture biologique, le monde agricole bio, qui est très, très proche à nos côtés et qui nous permet de remettre un peu, je dirais, les pieds dans la terre et avancer intelligemment avec une approche un peu éthique, puisque quand on est sur ces thématiques-là, eh bien, la saisonnalité, c'est pas nous qui la décidons, mais c'est vraiment la nature qui la décide pour nous. Et donc, quand on a compris cette philosophie, eh bien, on pense la restauration différemment. Donc, nous travaillons auprès de grands groupes, en effet, comme Michelin, et je remercie Najwa, Laura et également leurs partenaires Sodexo, parce que c'est un travail plutôt passionnant qu'on mène ensemble, puisqu'il est, et ça a été très bien dit, c'est vraiment un job dur. Les gens qui disent que l'application de cette loi est facile, elle est facile si on s'y prend peut-être sans questionnement. Elle est très complexe, mais très challengeante. Elle est un levier d'innovation, mais vraiment d'une innovation forte au service de la restauration, parce que quand on commence à la penser avec profondeur, eh bien, on est obligé d'imaginer tous les leviers, tous les leviers pour éviter, pour maîtriser les coûts et embarquer les salariés. Donc, merci à Michelin de mettre en place une telle expérimentation sur les sites et surtout de vivre cette expérience avec beaucoup d'intelligence. Voilà, nous accompagnons également des groupes comme Orange, comme les CEA. Enfin, voilà, ça représente un certain nombre de milliers de repas par jour. Moi, ce que je voulais préciser en complément des interventions qui ont été faites au préalable, c'est que notre job, c'est de penser, je dirais, l'assiette ou la restauration pour qu'ensuite des bureaux d'études, comme a été bien exprimé, Bleu Vert Concept, puissent mettre en lumière le travail fait. Et en fait, je pense on a passé des années où en fait, on a eu des bureaux d'études qui pensaient et ensuite, il fallait s'adapter. Et je pense que l'enjeu de demain, c'est l'inverse. C'est d'abord penser l'assiette, c'est penser ce vers quoi on doit aller. Ça a été un peu dit, hein. Est-ce qu'on peut encore avoir des offres qu'on pourrait appeler, que moi j'appelle Club Med, quand on doit se reconnecter avec le territoire. Et donc, une fois qu'on a bien pensé ça, eh bien, la digitalisation qui a été exprimée, les concepts portés tout à l'heure, on donne une valeur énorme de mise en lumière de ce vers quoi il faut aller. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur ce que nous on fait. Alors, ce que je voulais juste aussi rappeler sur Michelin en complément, et puis je m'arrêterai là sur la partie Michelin, mais moi, je pense que Michelin et puis les sociétés qui vraiment qui font un peu un pas de côté, c'est des gens qui ont compris les enjeux parce qu'il y a eu un portage très très fort côté direction générale. Et ça a été dit, la direction générale, mais j'aimerais tellement là aujourd'hui qu'il y ait tous les directeurs généraux qui entendent il faut qu'ils soient au rendez-vous. La restauration d'entreprise a été trop invisible, hein, trop cachée, trop avec une fonction nourricière simple. C'était la pyramide de Maslow, hein, fallait nourrir le salarié pour qu'il soit efficace, mais ni plus ni moins, sans se questionner plus. Et quand on voit une structure comme Michelin, avec un portage direction générale qui dit ben, c'est l'enjeu face à ma stratégie tout durable que je porte par ailleurs sur mon entreprise, eh bien la restauration, elle retrouve ses lettres de noblesse et on peut enfin se remettre à penser intelligemment. Donc voilà, ça, ce que je voulais
voulais vraiment porter. Le deuxième, c'est que tous les projets que nous menons, et entre autres ceux sur Michelin, c'est qu'on fait du business hein, avant tout. On ne peut pas amener une structure comme Sodexo à se casser la figure et à aller chercher du tout durable s'ils ne trouvent pas leur équilibre financier. Donc, il y a des gros enjeux économiques quand on sait que les sociétés de les sociétés de restauration collective sont des centimiers. Donc, il faut être vigilant. Il faut vraiment, vraiment, vraiment repenser, refondre l'offre pour trouver cet équilibre économique. Et ça a été un peu exprimé par Isabelle. Chez Michelin, en ce moment, il y a un énorme travail de refonte de l'offre en se disant, bah oui, on a peut-être une offre qui a été pensée même il y a que 2 ans, hein, mais la loi nous oblige à la repenser en essayant d'imaginer peut-être une offre beaucoup plus simple. Est-ce que la charcuterie tous les jours elle a sa place? On en est même à se demander si le poisson tous les jours a sa place. C'est des vraies réflexions. Et en fait, quand on commence à expliquer ça aux salariés, pour le coup, tout le monde en a peur, mais dès qu'on commence à leur expliquer, eh bien, en fait, tout le monde est partant. Et je crois qu'il y a un élément à déconstruire, c'est que on a moins peur du col blanc que du col bleu. Mais non, stoppons ça. C'est des a priori. Le col bleu, lui aussi, il a des enfants, lui aussi. Il voit les enjeux et lui aussi, il a envie de participer à cette nouvelle aventure. Donc, on a souvent peur de ces convives, moi que j'appelle puissant, parce qu'un convive qui n'est pas content, autant vous dire que tous les jours, il vient crier qu'il n'est pas content. Donc, on fait souvent des marches arrière parce que le convive est puissant. Mais si on prend le temps à lui expliquer tout ça, eh bien, il devient un convive et on redonne l'attractivité de la restauration comme au sens fort du terme, quoi. Donc, c'était ce troisième point. Et puis le dernier, je pense que ça a été exprimé par Michelin, ils sont passés par un stade de laboratoire. Et en fait, même dans tout ce qu'on mène, penser expérimentation, ça vaut de l'or. Euh, ne pas embarquer les salariés comme ça, mais leur dire, bah, pendant 1 mois, 2 mois, on va tester et allons-y, on va vous questionner et ensuite on va appliquer. Et ça, les retours d'expérience sont assez forts. Et c'est ce qui a été fait sur les sites de Michelin. On a un gros travail et par contre, il faut reprendre le temps au temps. Voilà, cessons de vouloir aller vite. Mettons les prérogatives là où il faut et redonnons du temps au temps. Et travaillons par étapes et montrons-leur le chemin parcouru par des indicateurs. Voilà, et ce travail-là de communication, de sensibilisation, eh ben, porte ses fruits et fait qu'on avance intelligemment. Voilà ce que je voulais dire sur Michelin. Merci Florence, mais je vais te poser quand même une petite question. Ouais. En tant qu'AMO, parce que je connais un tout petit peu, tu parles de se reconnecter avec le territoire, mais finalement, la valeur aussi d'un AMO, c'est de connaître son territoire. Et je pense que quelque part, tu es bien placé pour connaître tout ton territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on parle aussi d'approvisionnement locaux. Et comment tu vois ça? En fait, d'abord, effectivement, je suis basée sur Lyon, mais il se trouve qu'on est un peu parachuté nationalement et on travaille. Vous voyez, là, aujourd'hui, je suis loin de ma base puisque je suis à Pau. Donc, j'ai des actions France entière. Or, je ne maîtrise pas l'ensemble du territoire. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, En fait, je passe toujours par un état des lieux agricoles. En fait, dans tous les dossiers que j'attaque, je les attaque par le monde agricole. Et c'est le monde agricole qui nous guide. Et donc, cet état des lieux agricoles, eh bien, il se trouve qu'une fois qu'on l'a fait sur un territoire, elle ne bouge pas. Donc, on peut s'appuyer dessus. Ça veut aussi dire que je pense que ce que je voudrais aussi dire, c'est que les AMO sont très écoutés, sont très, très écoutés. Les clients, entreprises ou collectivités, ils sont très écoutés et se développent. Il y a de plus en plus d'AMO. Et ce que je veux juste dire, c'est que l'AMO a un gros enjeu dans ce qui est en train de se jouer en ce moment. Un AMO qui n'en comprend pas les enjeux, qui fait de l'application de la loi pure et dure, peut faire un boulot qui va à l'encontre de ce vers quoi il faudrait, enfin, qui me semble
ce vers quoi il faudrait que tous collectivement on aille, qui est de porter cette alimentation durable au plus profond de soi, enfin vraiment dans ses vraies valeurs, quoi. Donc je pense qu'en effet, les AMO ont un rôle à jouer, mais vigilance. Collectivement, il faut qu'on soit formés, avertis pour porter les bons messages. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on accompagne des clients. Et la méthode, quand on fait une méthode quand on intègre les bons acteurs, quand on les met autour de la table et quand on leur donne à voir tous ces enjeux, eh bien, j'ai jamais eu, moi, de direction générale qui disent non, mais pas du tout. Sauf qu'ils sont tellement loin de tout ça. Donc, il faut qu'on arrive à faut qu'on les en fait. Parce que leur cœur de métier chez Michelin, c'est pas de faire à manger. Leur cœur de métier chez Michelin, c'est de faire des pneus. Et ça, c'est le vrai de toutes les entreprises. Et l'entreprise, contrairement à d'autres secteurs d'activité, a sous-traité bien avant. Plus de 80% de la restauration dans le secteur de l'entreprise est externalisée. Donc, ils ont mis de la distance. Et cette distance, elle a été depuis 50 ans en disant, c'est pas mon cœur de métier, j'ai sous-traité, vaille que vaille. Et là, aujourd'hui, on se ressaisit de ces enjeux. Et aujourd'hui, c'est assez bluffant quand on a, nous, franchement, les indicateurs, on les atteint ou on les flirte sur énormément de sites qu'on accompagne. Mais on ne les flirte pas pour les flirter. On a des retours parce que, en fait, l'idée aussi, c'est de reconnecter. Donc, quand on fait 20% de bio, globalement, on est à pas loin de 20% de bio local sur tous les sites au minimum. Donc, il y a une vraie réflexion, d'ailleurs, qui est très portée par Michelin. La direction générale de Michelin a dit, si je relocalise en donnant une relocalisation vertueuse. Je relocalise pas pour relocaliser. Bon, bah, ça donne du sens tout ça, c'est-à-dire qu'ils veulent envoyer un message très très fort au monde agricole. Surtout quand on sait que sur un territoire comme Clermont, quand Michelin décide, ça met du mouvement, hein, ça donne de l'élan. Donc oui, voilà, quand on s'y prend bien, franchement, on peut avoir des très bons résultats. Je pense qu'il Florence, est merci question beaucoup. de... Ouais, merci Voilà. pour ce témoignage. En fait, non seulement vous êtes écouté, mais vous savez écouter. Ça, je vois. Hein, on entend quand même toute cette expérience. Alors justement, sur cet aspect des territoires, Isabelle Descloseaux, ça, votre spécialité, c'est quand même ça, c'est de travailler avec ces territoires, avec les projets alimentaires territoriaux. Justement, en lien avec Michelin, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions sur ce territoire et les missions que vous réalisez? Oui, alors en fait, Sodexo s'est saisi de la question des PAT, des projets alimentaires territoriaux, quand ils ont émergé lors de la loi de modernisation de l'agriculture en octobre 2014. Et donc, moi, effectivement, je travaille avec les équipes en fait sur la question des PAT, c'est-à-dire en fait, donc les PAT, c'est porté par les collectivités territoriales et les collectivités en fait viennent se saisir de la question alimentaire pour, on va dire, réfléchir, enfin, identifier, j'allais dire, tous les sites de restauration et d'alimentation de la population, et puis identifier les enjeux des territoires, des enjeux agricoles, des enjeux de transition alimentaire. L'ensemble de ces acteurs, de ces parties prenantes est mis en concertation et on va dire réfléchir ensemble à une alimentation plus vertueuse, en tout cas une alimentation qui est relocalisée. On s'est saisi cette question, donc on va dire il y a quelques années déjà. Et j'allais dire, l'avantage des PAT, en tout cas ce qu'on y a vu au départ, c'est la capacité à être en relation avec l'ensemble de ces parties prenantes et d'avoir en fait un accès en fait à une diversité de points de vue et une diversité de préoccupations. Et la deuxième chose, en fait, c'est d'avoir accès en fait à une variété de projets, c'est-à-dire que dans les PAT, il y a un nombre de projets sur lesquels nous, Restauration Collective, en fait, on peut soit catalyser, soit être acteur, soit être simplement le relais qui sont très, très importants. Donc moi, on est acteur. Hein, moi, je participe aux réunions du Grand Clermont. D'ailleurs, je salue le travail remarquable de quelqu'un qui est peut-être à notre écoute et qui s'appelle Moira Eyango, qui est très, très motrice et très volontaire sur ces sujets. Et dans le PAT de Clermont, il y a vraiment la question du maraîchage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait renaître en fait une ceinture verte autour de Clermont-Ferrand. Et donc, quand Michelin est proactif, très proactif dans le PAT, est en lien avec les acteurs
du PAT. Et c'est vrai qu'en fait, d'avoir une histoire en fait en lien avec les PAT pour Sodexo, ça nous permet, comme disait Florence Leteau tout à l'heure, en fait, d'être capable aux côtés de nos clients de faire ce pas de côté et de se dire en fait, quand on va se mettre en relation avec notre client pour bien évidemment en fait servir le contrat de restauration dans un premier temps, mais on va accepter de construire en fait des outils qui vont être structurants pour le territoire en lien avec les enjeux et les ambitions des PAT. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui sont à la recherche en fait de la façon dont elles vont réussir à faire leur part sur ce qui se passe dans les territoires. Et Michelin aujourd'hui, en requalifiant on va dire en donnant une qualification nourricière à son patrimoine foncier, au travers d'un projet de maraîchage, de légumerie, Michelin, en fait, est en train de faire sa part sur ce qui est en train de se passer au niveau du PAT de Clermont-Ferrand. Florence Leteau le disait aussi tout à l'heure, l'expérimentation, c'est hyper important. C'est-à-dire en fait prendre le temps, j'allais dire, d'expérimenter en fait des modèles, accepter aussi de faire des erreurs, mais de le faire en fait en co-responsabilité. Quand on est sur des projets comme ça, la question de la co-responsabilité, de la responsabilité, on va dire en général, par rapport à ce qu'on va impulser et impacter sur le territoire, c'est hyper important. Mais la question de la co-responsabilité, c'est-à-dire en fait comment, dans le cadre finalement du contrat qui nous lie, on est responsable en fait de ce que l'on va produire et générer comme énergie et comme valeur sur le territoire. Ça, c'est hyper important parce que y a des risques, hein, il y a tout ça. Il y a des risques, on va dire, quand on va mobiliser de l'insertion. Ça va être effectivement quelque chose qui va être complexe à mobiliser. Il y a des risques quand on va pouvoir proposer en fait aux convives de la restauration et quand on va leur dire que Michelin a dû faire des arbitrages sur la typologie et la structure même du choix. Tous ces risques-là, en fait, il faut qu'ils soient en co-responsabilité. Pour nous, c'est extrêmement important comme notion pour porter ce type de projet et continuer en fait toujours à les catalyser. Dernière chose importante, Sodexo travaille en fait, on est engagé dans un projet qui s'appelle DINAI, Dispositif national d'aide à l'investissement immatériel pour les entreprises agroalimentaires. Et dans le projet DINAI, il y a aussi le PAT de Clermont-Ferrand. Et je peux vous garantir qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises agroalimentaires, quand elles voient Michelin porter ce type de projet, elles sont extrêmement contentes et j'allais dire même fières de leur action sur le territoire et fières en fait d'avoir une enseigne en fait autant engagée que celle-ci, une marque autant engagée que celle-ci sur son territoire de proximité. Merci beaucoup Isabelle. Je vais passer tout de suite la parole à Frédérica L'Huissier. Ce n'est pas une intervention par rapport à ce qui s'est dit. On voit bien que les choses bougent, et en particulier sur chaque territoire. Oui, alors c'était extrêmement en effet éclairant comme exemple, hein, donc au niveau du ministère, évidemment on assure la promotion, hein, de ces projets alimentaires territoriaux. Ça fait passer, on a deux jambes, hein, sur la politique nationale d'alimentation. On a la restauration collective qui est le levier, voilà, pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, pour faire changer le comportement alimentaire de l'ensemble de la population. Et on a les projets alimentaires territoriaux qui sont là, en effet, pour reconnecter, on va dire, l'offre et la demande sur les territoires. Et vous avez une belle démonstration de ce qui peut se faire. Ce qui est extrêmement important quand même, ces projets, c'est que ce sont des projets du territoire par le territoire. Voilà, on n'est pas, nous, ministère, en train de dire il n'y a qu'à Faucon, allez, il faut faire ci, il faut faire ça. On vous donne une méthode qui, en général, ne marche pas. Voilà, c'est pas nous qui décidons, enfin, c'est pas Paris avec les ministères qui décident, c'est vraiment les collectivités qui organisent. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment du collectif, de la collaboration, de la coopération sur les territoires. C'est les acteurs entre eux qui trouvent des solutions, qui ont une situation de départ et qui trouvent des solutions. Alors évidemment, si les grandes entreprises du territoire y participent, eh bien évidemment, c'est moteur et ça donne de l'élan. Et en effet, ça donne un sentiment peut-être aussi d'appartenance, en tout cas, et renforce le sentiment d'appartenance de tous. Et ça participe, de ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui peut
évidemment être moteur, mais plus que moteur, c'est le ciment en tout cas de la souveraineté alimentaire des territoires et c'est extrêmement important dans le monde dans lequel on vit. On a perdu, hein, on s'est peut-être un peu perdu là pendant quelques années, on va dire. On a vu avec la crise du Covid, hein, je reviens au début du webinaire, mais la crise du Covid, ça a été ça, hein, ce que ça a démontré, c'est que bah, finalement, il peut arriver des choses qu'on ne prévoit pas et qui étaient complètement impensables, hein. Souvenez-vous, début mars 2020, on ne pouvait pas prévoir ce qui allait nous arriver 15 jours après. Donc voilà, donc il faut qu'on soit résilient et il faut qu'on ait cette force en tout cas partout. Il faut pouvoir manger, il faut pouvoir boire et manger surtout partout, quoi qu'il arrive. Donc c'est important et voilà. Et nous on travaille vraiment sur ces projets alimentaires territoriaux et ces projets alimentaires territoriaux avec la restauration collective. Ils sont au service de la restauration collective et la restauration collective, elle, est extrêmement, enfin, permet aussi évidemment d'avoir eh ben, ces débouchés et d'assurer en tout cas un élan sur l'offre et donc enfin, sur la demande et donc sur l'offre du territoire. Merci beaucoup, Frédérica. Alors juste, on va peut-être revenir sur la question de ma cantine, la plateforme de ma cantine. Je repasserai la parole à Laura par rapport à justement le temps que ça demande pour l'inscription, mais je vais prendre la question de Frédéric Boud, en fait, qui signale la difficulté avec les numéros de SIRET. Je ne sais pas si c'est François qui peut répondre, François, Frédérica, oui, Frédérica, justement sur cette inscription, puisque, comme elle dit, à la fin de son message, dommage car nos données, en fait, on a de très bons taux à déclarer, quoi. Donc ça, c'est une demande. Alors, la réponse, elle est très claire, c'est qu'il faut qu'on voit le cas particulier. Il n'y a pas de raison que ça puisse pas se faire. Donc, je ne vais pas répondre techniquement là, maintenant, là, tout de suite. Et puis, c'est l'équipe Ma Cantine qui le fera. Enfin, voilà, il y a une solution, c'est sûr. Il faut juste la trouver. Mais maintenant, voilà. Donc, ça, il faut que l'équipe Ma Cantine va se mettre en contact avec la personne dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on pourra régler de toute façon. On vous fera suivre la question. Une autre question, François, si on revient sur effectivement l'étude, cette cartographie, Agathe Rioux demande est-ce qu'il y a une carte de ces restaurants? Si oui, est-elle accessible? Alors, non, il n'y a pas de carte parce qu'il faudrait euh, la créer et c'est pas si simple que ça. Sur les 5400 sites identifiés, il faudrait effectivement corroborer toutes les adresses et la sortir et l'éditer. Alors par contre, on pourrait la formaliser sous forme de base de données au niveau justement et des numéros SIRET d'une part et des adresses de localisation d'autre part, mais les données appartiennent à l'État et a priori ne sont pas communicables de façon, j'allais dire, standard. Voilà. D'accord. Merci François. Une autre question. En fait, est-ce qu'il y a, alors là c'est Pauline qui va me répondre, est-ce qu'il y a un référent ma cantine en Corse pour avoir des renseignements adaptés à notre région? Alors, nous, on est une équipe nationale. Cependant, si effectivement il y a besoin d'avoir des renseignements de territoire, il y a peut-être la DRAF qui peut prendre aussi le relais. Je parle sous le contrôle de Frédérica, bien sûr, mais qu'il n'hésite pas, s'il a quand même des questions autour de ma cantine, de se rapprocher de nous. Nous, on répond à tout le monde et sur tous les territoires. Donc, pas d'hésitation à nous écrire pour toute question relative à ma cantine. Donc Pauline n'ira pas en Corse. Mince, quel Dommage. dommage. Et donc, une autre question, comment aider les PAT à intégrer les problématiques de restauration d'entreprise? Les collectivités se concentrent plutôt sur leurs compétences en restauration scolaire. Là, François, je pense, tu hoches voilà, du chef, tu vas Oui, nous répondre. oui, je ne peux que adhérer à ce constat. Euh, au sein des PAT, et Isabelle en a parlé tout à l'heure, et même Florence aussi l'a évoqué,
il faut faire effectivement un état des lieux des restaurations collectives. Je souligne des restaurations collectives. Par grand secteur. Alors on a le secteur évidemment de l'enseignement, qui est celui qui est privilégié parce que les PAT étant souvent portés par des communes ou des intercommunalités, c'est le réflexe naturel du politique qui dit ah ben, j'ai la main sur la restauration scolaire, ce qui est en partie vrai, mais ce qui finalement n'est pas si vrai que ça. Et surtout, au niveau du dimensionnement, 150 jours de repas par an, un seul repas par jour, c'est finalement relativement faible. Alors que le médico-social, par exemple, c'est 2 repas par jour, 365 jours par an. Et donc, on arrive finalement plutôt, quand on analyse de façon un peu précise sur des territoires la restauration collective, on analyse plutôt que les autres secteurs, en particulier le médico-social, mais aussi la restauration d'entreprise et d'administration. Je mets un paquet cadeau sur l'ensemble des restaurations dans le monde du travail, est finalement plus importante que la restauration du monde de l'enseignement. Et donc, faire un état des lieux des restaurations, Isabelle l'a très bien dit, analyse de la demande de ces restaurations pour ne pas se tromper d'exercice. Et quand je dis de la demande, ça va être des demandes, parce que ça ne va pas être les mêmes. Quand il s'agit de restauration en gestion directe, de gestion déléguée, d'achat de repas, qui est quand même le plus standard en matière de restauration d'enseignement. Et donc, un état des lieux le plus précis possible pour pouvoir mettre en relation l'offre et la demande. Et après, on regarde de façon un peu plus précise les questions qui se posent. Voilà. Merci François. Une question pour Florence. Je l'avais abordé ça avec Laura. Laura, je ne sais pas si elle est encore là. En fait, le problème que peuvent rencontrer, peut-être que Najwa peut aussi y répondre, c'est le problème du temps passé pour vous inscrire sur cette plateforme Ma Cantine. Florence? Alors, moi, je vais répondre du coup pour ma part, c'est Laura qui parle. Oui. C'est pas tant au niveau de l'inscription, c'est plutôt au niveau de la collecte de données. Parce que on se doit de déclarer certaines données et on est obligé de s'appuyer sur notre prestataire de restauration. Donc, c'est plutôt sur la collecte de données et l'analyse, en fait, parce que c'est déjà un gros travail qu'on fait, mais qui n'est pas si simple que ça par rapport aux centrales d'achat, au mercurial et au fait aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on peut avoir des restaurants qui sont cuisine centrale. Donc, il faut aussi arriver à dissocier les plats qui sont envoyés chez d'autres clients. C'est plutôt en termes de collecte d'informations, nous, la difficulté que sur l'inscription. Après, on a la chance aussi d'avoir Sodexo qui nous accompagne énormément là-dessus. Donc, pour moi, en tout cas pour ma part, ça prend énormément de temps, hein, mais c'est plutôt tout de suite la difficulté, elle est vraiment dans la collecte d'informations et plutôt que dans l'inscription en elle-même. Après, c'est D'accord. quelque chose qu'on était déjà en train d'étudier et d'analyser mensuellement. Par contre, oui, pour moi, la difficulté, elle est plutôt là plutôt que sur l'inscription. Alors sur l'inscription, alors justement, la récolte de ces données, Isabelle, du côté de Sodexo, finalement, vous pouvez fournir toutes ces données quand même aux clients. Oui, oui, on les fournit. Alors, on a structuré, on a densifié, hein, quelques années avant la loi Egalim. Il y a eu un très gros travail de la part du service achat pour la qualification en fait de ce qu'on appelle le fichier maître, donc le fichier article, pour arriver en fait à affecter les attributs Egalim, mais aussi les attributs de localité à chaque produit. Et puis, il y a eu un gros travail qui a été fait avec la DSI et toujours le service achat pour en fait produire des indicateurs à destination des équipes de façon à ce qu'elles puissent l'extraire de ce qu'on appelle leur GPAO, leur outil de gestion de production assisté par ordinateur. Voilà, d'où l'importance aussi dans toute la partie de qualification de l'offre, qu'on ait les fiches techniques, parce que quand on crée un produit, il faut une fiche technique, que la ligne de produit soit correctement qualifiée, qu'on sache si on utilise la carotte rondelle ou la carotte entière, etc. C'est extrêmement important. C'est un travail, ça a toujours été important, hein, la gestion du fichier article.
dans notre métier, la question de la GPAO, parce que toutes ces lignes de produits, elles vont redescendre dans la création des recettes. Donc, il faut que la ligne soit bien créée pour qu'elle redescende correctement dans la recette. Voilà, mais c'est des choses effectivement sur lesquelles on s'est structuré depuis quelques années de façon à pouvoir les produire à nos clients. D'accord. Oui, juste par rapport à cette question, oui, je n'ai pas répondu. En fait, nous, on suit énormément, on suit ces indicateurs chez nos clients. En fait, ce qui se passe, c'est que on a autant les indications sur le bio, c'est pas très complexe, mais on est amené à retravailler quand même et à requalifier certaines lignes pour affiner les indicateurs, surtout quand on commence à avoir cette approche de territoire où là, c'est souvent pas simple. Donc, on a une requalification. En revanche, quand on arrive à suivre ces indicateurs mensuellement, le remplissage annuel, c'est assez facile sur la plateforme. Enfin, il n'y a pas besoin de mettre énormément de temps. En revanche, c'est cette collecte, comme le disait Laura, et la qualification juste de ces indicateurs, voilà, qui nécessite un peu de temps. Merci Florence. Alors, juste une chose, Axel Bergeret pose la question, il n'y a pas de maraîchage sur le foncier de Michelin quand même. Laura, vous vous êtes pas transformée en jardinière ou maraîchère? Encore. Non, c'est juste une légumerie, on est bien d'accord Isabelle, Oui. on en a parlé, c'est ça, c'est une légumerie. Du coup, je laisse peut-être Laura expliciter où est-ce qu'ils en sont. Oui. Alors, du coup, sur le projet, je vous avoue que j'ai pas encore, j'ai pas trop avancé moi de mon côté. C'est une légumerie en lien avec alors et le territoire et des ESAT locaux. Par contre, c'est pas encore du maraîchage, non, on n'y est pas encore. Ah oui, Michelin n'a pas encore embauché d'agriculteurs, et mince. À chacun son métier quand même, Axel. Qu'est-ce Exactement. que c'est que cette question? Allons, voyons. On peut devenir un peu spécialiste. Et alors, il y a la question de Florent Chêne. La dernière question, c'est l'allocation de ces zones en modulaire pourrait être pertinent. L'allocation de laboratoire modulaire pourrait permettre de suivre cette croissance et s'y adapter. Alors, est-ce que vous voulez faire un commentaire, Laura, Isabelle, Florence? Moi, j'ai pas particulièrement compris la question. Mais moi, je comprends pas complètement. Mais bon, Moi non écoute, plus. je pensais que c'était plus clair pour vous, éventuellement. Moi non plus, En j'ai pas compris. modulaire, bon, c'est sûrement un commentaire. Et donc, Axel revient. Effectivement, il y a des mairies qui commencent à avoir des colcos agricoles avec leurs agriculteurs. Effectivement, ça, on connaît. Axel, merci beaucoup pour ce témoignage. Et merci à vous tous, puisque nous avons un peu dépassé notre horaire. Et ce webinaire était excellent. C'était Oui, vraiment une très grande bien. cuvée. Merci, mesdames. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et donc, vous pourrez retrouver ce webinaire dans quelques jours sur la chaîne YouTube Défis et Controverses. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à nous contacter. Notre prochain webinaire, et oui, Laurence, merci de le rappeler, notre prochain webinaire, toujours sur ce thème de la restauration d'entreprise. Ce sera le 16 mai, toujours au même horaire, donc 14 heures, 15h30. Écoutez, merci encore. On voit bien tout l'intérêt de ces webinaires et bravo pour ces témoignages aujourd'hui. J'ai l'impression de devenir un tout petit peu plus intelligent grâce à vous, mesdames. Merci aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Merci. beaucoup. À très Merci à tous. bientôt, À À bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. Le 16 mai. au 16 mai. Rendez-vous au 16 mai. Ça va bien. Najwa, j'irai manger chez Michelin la prochaine fois, hein. Je fais un détour. Ouais, ça sera Avec avec grand plaisir. plaisir. On vous accueillera. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie. Merci. Je suis désolée, j'ai été déconnectée à la fin. Ah, Et donc, j'ai mince. pas pu vous remercier et vous Ouais. saluer. Ah oui, oui, je sais pas, Mais j'ai été éjectée. Éjectée, voilà. Bizarre, c'est ah bizarre. bon, J'ai d'accord. vu Bah, effectivement. oui, il y a des sièges éjectables en fait. Bah, C'est des bah, nouveaux exactement, c'est systèmes attends, ça. informatiques Non, c'est parce que, bon, maintenant. enfin, bon, bref, je vais pas Ah vous non, raconter voilà. ma vie, mais attendez, je reviens. Bon, Laura et Najwa, ça vous a intéressé? Ça a été les Ah, échanges? c'était top. Très Vraiment, bien. franchement, je suis vraiment ravie d'avoir participé. Mais merci à vous. Au-delà du partage, en plus, hein, enfin, les sujets nous parlent beaucoup, Mm. donc c'est bien aussi d'avoir un peu tous les sons de cloche
c'est vrai. Franchement, c'est top. Merci beaucoup en tout cas. Faut venir au Merci à prochain. Vous êtes- Faudra venir au Exactement. prochain. Oui, 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 non, avec On va Laura, le plaisir. noter sur Laura, l'agenda. non, Laura, vous n'êtes pas gentille. Vraiment, vous n'êtes pas gentil quand vous dites les sons de cloche. Vous me prenez pour une cloche, c'est ça? Pas tout Hein? à fait, Ah pas non, tout c'est à fait, vraiment pas mais, gentil, Laura. Alors là, non, je rigole. Non, on vous invite hein, le 16 mai. J'espère que vous serez là ou au mois de juin, hein, le dernier webinaire. Vous êtes les bienvenus et merci encore parce que merci. vraiment c'était passionnant. Je pense que Florence est partie puisqu'elle était à Pau et à Pau, Mm. ils l'ont happée. Et puis, voilà, Sarah aussi. Donc, merci à vous. Et donc, à très bientôt.